Bien, en fait, la trame du livre, c'est de suivre le divorce croissant qu'il y a entre l'idée d'Europe initiale, c'est-à-dire une union de peuples libres, égaux, épris démocratie et trouvant un chemin autonome dans le monde, et ce qui se passe maintenant. Si vous voulez rapidement, j'analyse la situation actuelle comme une espèce de révolution de palais à Bruxelles, où au fond, profitant de la crise financière et de la faiblesse des gouvernements par rapport au marché, finalement les autorités européennes sont en train de prendre un certain pouvoir, semble-t-il plus ou moins consenti par les gouvernements, ce qui était absolument extraordinaire pour moi. Et pour quoi faire? Pour poursuivre toujours plus loin, au fond, la libéralisation financière, la croyance en l'efficience des marchés, qui est en fait, en même temps, une des racines de la crise globale et aussi des failles de l'Union européenne en tant que telle. Pour la logocratie, ça m'a évidemment tout à fait frappé parce que, au fond, d'une part, Czeslaw Miloš rêvait de ces États-Unis d'Europe dans un contexte qui était tout à fait différent, bien sûr. Et ce qu'il disait sur la logocratie, c'est-à-dire le gouvernement par la parole, par une parole au fond officielle, par un travail sur le sens des mots et des concepts qui les pervertit. Bon, il avait en tête l'Union soviétique de l'époque. Une des choses qui est tout à fait frappante, c'est qu'on trouve des similitudes entre l'évolution actuelle du système européen, c'est-à-dire la gouvernance par les nombres, une sorte de manipulation du langage, des concepts qui sont utilisés de manière biaisée par rapport à ce qu'on peut en savoir de la théorie économique, en particulier, ou de la théorie politique. Dans mon livre, je parle de la concurrence, le problème de la concurrence, la question de la compétitivité, la question de la solidarité. On se rend compte que ce qui a le sens que, au fond, la novlangue européenne, dans son processus intérieur et auto-référentiel, très largement lui a donné, n'est pas le seul, et même pas celui que le débat philosophique ou le débat économique donne. Et ça, c'est très inquiétant parce que le divorce entre les mots et le réel est finalement un divorce entre la construction politique et les citoyens ordinaires que nous sommes, les peuples, parce que nous avons une expérience quotidienne qui ne correspond plus à ce que le discours politique nous dit aux différents niveaux. Dans le modèle Walter-Benjamin, il y a cette idée que l'origine du processus, pour moi, le processus européen ne commence pas en fait au traité de Rome ni même à la CECA, il commence en fait pendant la guerre et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, toute une série d'échecs ont marqué ces débuts du processus européen. Et l'intérêt du modèle de Benjamin, c'est qu'il dit que ces choses-là sont certes enfouies, mais elles sont enfouies sous nos pas encore aujourd'hui. Et donc, dans les moments de crise, et ça me paraît assez bien coïncider avec ce que fait l'Europe, au fond, on reprend toujours les mêmes chemins, en ayant, les acteurs ayant conscience qu'en fait, ils font du nouveau. Mais en fait, ils sont engagés dans la continuation d'une feuille de route qui n'ont pas la capacité de mettre à distance et de regarder un petit peu pour ce qu'elle est, et pour voir si ça coïncide avec la réalité elle-même qui a beaucoup changé. Sur cette question du modèle, bon, d'une part, il est clair que dès l'origine, faire l'unité de l'Europe était une ambition du processus européen, y compris pendant la séparation de l'Europe en deux blocs. L'idée qu'un jour on pourrait réunir tout ça n'a jamais été complètement absente. Et donc, au moment de la chute du mur et avec la monnaie unique, il me semble que cette préoccupation est arrivée très très rapidement avec une certaine démesure et fuite en avant. Et donc on a donné la priorité à l'élargissement contre finalement un approfondissement de l'Union européenne. Et je ne suis pas sûr que ces pays de l'Est et du centre de l'Europe s'en soient si bien portés, parce qu'en fait, bien sûr, il y a toujours des logiques de domination économique et financière qui ont été à l'œuvre dans l'élargissement, on l'a vu. Donc je pense que ce modèle européen était vicié, de cette manière, dès le départ, par une non-préoccupation de démocratie, puisqu'on a choisi une voie de développement par des institutions d'ordre technique, et une logique de marché tout à fait trop dogmatique.
Donc, je pense que le modèle européen doit être réformé, et je pense même qu'une des voies de sortie de la crise de l'Europe, c'est qu'elle propose au fond un nouveau modèle de développement au monde entier. Donc je pense qu'il faut en revenir aux idées que Keynes avait développées pendant la préparation de Bretton Woods, sans être entendu, et qui a été complètement oublié même dès les débuts de l'Union européenne, c'est-à-dire de privilégier, dans les échanges internationaux, une logique de coopération dans laquelle, au fond, une forme de solidarité économique s'établit entre les pays, en particulier entre les pays déficitaires et les pays excédentaires, au lieu de pénaliser tout le temps le pays déficitaire en disant ah, c'est à vous, avec l'austérité, etc., de vous en sortir, en fait, que ce soit aussi le rôle des pays créditeurs de coopérer avec les pays débiteurs. Avoir un nouvel ordre mondial fondé sur la solidarité économique, c'est le premier temps, et ça veut dire aussi que, bien sûr, les États doivent conserver, et dans la logique actuelle, retrouver des marges d'action par rapport au marché. Ce qui signifie, non pas revenir au protectionnisme pour moi, mais je défends l'idée de protection raisonnée, c'est-à-dire, par exemple au niveau européen, à l'intérieur même des échanges européens, on pourrait, dans l'intérêt même d'un nouveau modèle de développement européen, décider que, quand un commun accord, qu'un pays qui est bien en avance dans une innovation ou dans le développement d'un nouveau secteur, il puisse être protégé de manière raisonnée, c'est-à-dire par des droits de douane ou tout autre système, par rapport aux compétiteurs extérieurs. Donc, protection raisonnée, retour de marge d'action pour les États, solidarité économique entre les pays. Voilà un modèle que l'Europe pourrait tenter d'élaborer pour elle-même, de proposer comme modèle pour les autres blocs régionaux, et je pense véritablement qu'il y aurait des alliances possibles. L'Allemagne est au centre du jeu européen depuis plus d'un siècle en réalité, depuis l'avènement de l'Empire allemand et de l'unité allemande. Et au fond, on retrouve périodiquement cette question qu'au lendemain de la guerre on appelait la question allemande, c'est-à-dire comment insérer l'Allemagne comment neutraliser d'une certaine manière les craintes par rapport à la puissance allemande économique et politique. Donc on retrouve ce problème au lendemain de la guerre, ce problème allemand, mais dans deux sens à la fois, parce que les Américains, qui en fait, ce sont eux qui ont poussé les premiers à une Europe, et finalement les Européens aussi d'une certaine manière, étaient concentrés sur le fait comment refaire entrer l'Allemagne, dans le concert des pays civilisés. Et pour eux, donc la création d'une Europe unie était la voie, au fond, on pourrait dire presque de blanchir l'Allemagne de ses péchés passés. Donc en fait, même si les tout premiers projets en effet d'Europe d'Allemagne n'étaient pas présents, son fantôme était là. Et peu à peu, la pression des réalités et la pression américaine a fait qu'il a bien fallu l'intégrer dans les projets européens. Et en fait, ce qui est intéressant, enfin il m'a semblé dans les années 50 en particulier, c'est-à-dire avant la CECA et avant les traités de Rome, c'est qu'au fond, l'Allemagne n'a jamais fait de projet elle-même d'Europe. Elle a laissé venir les différentes choses, et au fond, les élites allemandes ont été suffisamment habiles pour se faire courtiser à partir d'un certain moment et choisir un peu dans les compromis ce qui pouvait quand même pour eux favoriser non seulement leur retour dans la nation civilisée, mais également le retour de leur puissance économique et politique. Ceci étant, oui, si on regarde la position de l'Allemagne, il y a les élections allemandes qui vont arriver très bientôt, je dirais qu'il y a un double dilemme pour les Allemands. Enfin, je ne pense pas leur dire des choses très originales là-dessus, surtout dans votre laboratoire, mais il y a un dilemme, disons, politique, c'est-à-dire qui est comment être national sans être nationaliste, et comment prendre la direction de l'Europe sans être accusé d'impérialisme. Encore une fois, je pense que
la sortie pour l'Allemagne, comme pour les autres pays, c'est d'arriver à faire preuve de solidarité économique et de s'engager dans un modèle de développement pour l'Europe qui soit un modèle coopératif de long terme et un modèle démocratisé du point de vue des décisions économiques.